tous. Euh, du coup, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà subi leurs alertes hein, et leur outil de monitoring au point de ne plus trop en pouvoir et d'en avoir un peu marre? C'est bien, du coup, c'est cool. Du coup, en fait, on s'est attelé au problème hein, parce qu'on avait aussi ce problème-là et du coup, on a décidé d'essayer de réduire le bruit, enfin les alertes bruyantes pour éviter le syndrome de l'alarme fatigue. Je vais commencer par me présenter. Donc moi je suis Gauthier François, je suis sysadmin slash DevOps slash SRI depuis quelques années et aujourd'hui je suis SRI à Doctolib depuis comme vous pouvez voir quelques années maintenant puisque ici on matricule le salarié qui est de 116 alors que les nouveaux arrivants c'est 6000 à peu près, sachant qu'on est à peu près 3000 un peu plus. Et du coup je suis dans une division SRI où en fait on est 15 et au-dessus de cette division, il y a un domaine où on est 50 et on est un peu plus de 350 à 400 personnes à la tech. Chez Doctolib, hein, donc du coup, je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'expérience chez Doctolib. Ça va faire bientôt 7 ans que je suis chez Doctolib et que du coup, j'ai vu l'infrastructure évoluer de A à Z. Et vraiment, c'est quelque chose que j'en ai retiré beaucoup d'expérience là-dessus. Et notamment, j'ai quelques faits d'armes qui sont une procédure de DRP qui nous permettait, avant d'être passé sur des cloud providers, de basculer d'un data center à un autre sans perte de données avec un minimum de downtime. Et maintenant, qu'on a adapté pour la partie cloud. Mais du coup, toujours pareil, pour faire une bascule de région cette fois. Mais c'est plus data center, mais c'est à peu près pareil, même s'il a fallu qu'on adapte. Et puis, la grosse migration qu'on a fait il y a quelques années, qui est partie d'un paradigme KVM, avec de la VM somme toute standard, vers Kubernetes. Alors, je l'ai pas fait tout seul, mais j'ai un peu l'idée le projet et tout, et du coup, c'était quelque chose d'assez enrichissant parce que c'est vraiment une bascule complète et un changement complet de paradigme. Et en fait, depuis que j'ai commencé en tant que sysadmin, c'est vraiment quelque chose. Aujourd'hui, on appelle ça observabilité. Avant, c'était monitoring, métrologie et tout ça. Et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Je faisais Mumuse avec du Cacti pour ceux qui connaissent, ou ce genre de choses avec des graphes RRD. Et en fait, c'est quelque chose qui me passionne et que j'aime beaucoup aujourd'hui et que j'essaie de continuer au sein de chez Doctolib. Accessoirement, je suis pongiste. Bon, pour ceux s'il y a des amateurs, c'est super sympa. Du coup, bon nombre d'entre vous connaissent Henri Gomez, c'est mon manager chez Doctolib. Et en fait, la principale qualité qu'il m'a attribuée, c'est le pragmatisme. C'est quelque chose qui me tient déjà à cœur parce que je trouve que c'est bien de se baser sur des faits et d'avancer. Et enfin, ma principale devise, c'est il ne faut pas essayer de prévoir l'imprévisible. Ça rejoint le côté pragmatique où on se dit, ben voilà, on a un problème A. Ça sert à rien d'essayer de prévoir si C ou D ou B va arriver plus tard. On s'occupe du problème là, sans essayer de prévoir la Terre. Et on avance en fait par itération courte. Et la phrase qui me pose problème, comme vous vous en doutez, c'est rien, c'est une alerte normale. Le côté alerte normale, comme vous pouvez vous en douter, c'est quelque chose de très compliqué pour moi d'accepter. Et je l'entends de temps en temps au coin d'un bureau ou de- ou d'une réunion. Et c'est pas grave, c'est une alerte normale. Et généralement, c'est compliqué pour moi de continuer une discussion objective quand il y a ce genre de phrase. Du coup, j'ai repris le schéma d'architecture de Doctolib pour bien comprendre comment on est, enfin l'architecture. Et j'ai hyper simplifié parce que bon, c'est pas l'objet de la conf. Mais en gros, on a une single page application, on a CDF, WAF et ainsi de suite. On a une appli Rails et Data Warehouse en dessous. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est la partie sur le côté où on a Datadog Infrastructure, donc qui nous permet de avoir de la visibilité sur l'infrastructure. On a New Relic qui nous permet d'envoyer des events dans New Relic pour pouvoir ben, avoir des données sur comment notre application elle fonctionne et comment les fonctionnalités de l'application fonctionnent, enfin, si elles sont dans un état de santé valable.
Et puis derrière, on a un PagerDuty qui lui route les alertes en fonction du destinataire et de l'équipe à qui attribuer l'alerte. Du coup, chez Doctolib, on a plusieurs alertes différentes. On a les alertes d'infrastructure. Donc les alertes d'infrastructure, c'est des alertes somme toute assez classiques, CPU, mémoire, conso. On essaie de faire du capacity plan aussi là-dessus sur les métriques. Et puis des alertes de status de est-ce que la base de données elle va bien, est-ce que le port y répond et tout ce qu'on peut retrouver comme alerte classique dans les infrastructures. Et on a aussi des alertes côté des fonctionnalités. C'est-à-dire que en fait, on utilise principalement New Relic pour ça. On envoie des events, par exemple sur le nombre de SMS envoyés, le nombre de SMS qui ont été reçus et ainsi de suite. Et en fait, on va pouvoir détecter si, par exemple, la fonctionnalité d'envoi des SMS elle est cassée ou pas, en fonction des events qu'on aura insérés dans New Relic. Et en fait, ça nous permet aussi de monitorer fonctionnalité par fonctionnalité, savoir si, indépendamment de l'intégralité du site Doctolib, est-ce que la fonctionnalité elle fonctionne comme on veut qu'elle fonctionne. Et puis côté SRI, on a un rituel qu'on appelle le duty. Et donc le duty, c'est une espèce de on-call, comme je l'ai indiqué, mais c'est un on-call qui est uniquement sur le jour ouvré. Donc on a distingué en fait le gars qui est on-call, donc qui est d'astreinte la nuit et les week-ends et les jours fériés, du mec qui en fait prend soin de la plateforme toute la journée et en fait règle les alertes au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et du coup, ce rôle de duty change tous les jours. Tous les jours, c'est un SRI différent. Et tous les jours, en fait, le principal objectif de cette personne, c'est de s'assurer que la prod, elle tourne comme on a envie qu'elle tourne, s'assurer que le site il soit up et de traiter les alertes qui arrivent au fur et à mesure. Après ça, on a un process de ce qu'on appelle de crisis, qui est un process d'incident. Et du coup, c'est pareil, il jump dans ce process d'incident puisqu'on a une room et investigation et puis aider les équipes de dev et puis on fait un beau rapport à la fin de la journée qu'on envoie à tous les autres copains et séries pour rendre compte de ce qui s'est passé et surtout en fait essayer de dire s'il y a encore des alertes, de dire pourquoi on n'a pas eu le temps de les traiter ou pourquoi elles se traiteront demain ou après-demain ou s'il y a une nécessité qu'on ait acknowledge l'alerte et qu'on ait acquitté l'alerte et que en fait elle est nécessaire mais on verra demain parce que demain on aura plus d'insight sur tel ou tel composant. Et du coup, c'est quoi le problème exactement? Donc le problème, il est issu principalement de notre fond d'architecture. En fait, quand on a fait cette migration de KVM à Kubernetes, on a fait un changement de paradigme complet. Et du coup, le monitoring qu'on a fait, déjà on a essayé d'avoir le même monitoring d'un côté que de l'autre, parce qu'on avait un data center actif qui était basé sur du KVM et de la VM KVM, et on avait notre cloud provider prêt à recevoir le trafic avec les bases de données synchro et ainsi de suite. Moi, je vous passe le cheminement de la bascule. Et en fait, pour se rassurer dans la migration, on s'est rajouté une tonne d'alertes, on en a mis partout pour essayer de prévoir l'imprévisible ou en tout cas surtout pour essayer de se conforter en se disant ok, on a prévu ça, on a prévu ça, on a prévu ça, on a prévu ça et on va essayer de migrer de manière plus sereine et surtout, comme je le disais, c'est de se rassurer. Et donc on est passé d'une volumétrie d'une vingtaine de VM et aujourd'hui on a plus de 1000 pods en production pour le site Doctolib. Et donc le paradigme change vraiment, puisque c'est vraiment la manière dont l'architecture est faite qui a changé. Et du coup, c'est là que le problème arrive, c'est après la migration. Donc on est content, on a migré, tout va bien, c'est rock solide, ça marche, et l'application, elle marche du feu, et en plus ça autoscale un petit peu, tout ça machin, donc on est content. Sauf qu'en fait, toutes ces alertes qu'on a rajoutées, on n'a pas forcément pris le temps de les nettoyer. D'une parce qu'elles n'étaient pas forcément rouges, donc du coup on les oublie un peu, et puis parce qu'on avait d'autres chats à fouetter pour la prochaine migration du prochain projet et ainsi de suite. Et du coup on s'est retrouvé quelques mois et années après avec des alertes de partout qui sonnent pour on ne sait quelle raison, et surtout
qui ont été designées à une époque où on était sur KVM et qui ne sont pas forcément pertinentes sur des pods. Et en plus, on ajoute à ça la taille des pods qui fait que, en fait, je prends l'alerte de la RAM, pour l'alerte de la consommation mémoire, on est passé de 20 VM qui consommaient de la RAM et qui potentiellement consommaient trop de RAM à 1000 pods qui potentiellement consomment trop de RAM. Du coup, on a un phénomène aussi d'amplification du nombre d'alertes de par l'amplification de la taille de l'architecture. Et du coup, on a subi le syndrome de l'alarme fatigue. Et donc, l'alarme fatigue, c'est quoi? Alors, j'ai mis un lien en bas parce que j'ai fait un peu de recherche, de documentation là-dessus. On ne trouve pas l'article. Moi, j'ai trouvé que celui d'Atlassian, c'était celui qui résumait bien le concept de l'alarme fatigue. Ce que j'ai trouvé dommage dans tous les articles que j'ai trouvés, c'est qu'il y a peu de... en fait, il y a pas mal d'articles qui donnent des solutions, mais ils ne donnent pas une méthodologie complète de comment on y va, enfin d'où on part, comment on y va, et comment on y arrive en fait. Ils disent tous, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, sans trop de méthodologie. Et du coup, c'est ce que je raconte. Et donc, le syndrome de l'alarme fatigue, en gros, c'est d'être submergé d'alertes, et du coup, potentiellement, d'avoir comme conséquence de rater des vraies alertes. Du coup, les vraies alertes, c'est-à-dire les alertes beaucoup plus légitimes que celles qui font du bruit. On diminue notre réactivité, puisqu'on a un dashboard avec 10, 15, 20 alertes en permanence. Et le pire, je pense, c'est la désensibilisation des outils. Ça, je crois que, enfin, pour moi, je trouve que c'est le pire parce que c'est vraiment l'occultation de l'ensemble des outils en fait de monitoring, et vraiment on en finit à dire oui, ben on verra plus tard, et sur l'ensemble du truc sans même regarder l'outil ou le dashboard ou ce qui résume la situation. Accessoirement, donc chez Doctolib, on a très peu d'alert on call. C'est surtout sur est-ce que le site il va bien et tout. Mais accessoirement, se faire réveiller par des alertes pour rien, c'est quand même vachement pas cool. Parce que après, quand il y a le facteur, ça réveille l'enfant qui réveille madame, et ainsi de suite. Enfin, je vous laisse imaginer Enfin, parce que l'enfant qui réveille la femme, c'est juste parce que moi, j'ai pas le temps en fait. Moi, je suis d'astreinte. J'ai une alerte, je cours sur mon PC et je vais regarder ce qui se passe. Et du coup, pendant ce temps, effectivement, généralement, en tout cas, chez moi, c'était madame qui s'occupait du bébé qui était réveillé par la sonnerie du téléphone qui était juste à fond. Et donc ça, c'est un dashboard PagerDuty qu'on n'aime pas voir. Et donc c'est l'exemple typique. Alors j'ai flouté des trucs, vous voyez pas trop bien, mais en gros l'idée c'est de se dire, bah en fait il y a plein de rouges, il y a plein de trucs, ils sont tous en high presque, et en fait on n'arrive pas à distinguer laquelle est vraiment importante de celle qui ne l'est pas. Et donc avant de partir, ce que je vous disais tout à l'heure, avant de partir dans la solution, parce qu'en fait c'est une méthode qu'on a mis en place, mais on a mis plusieurs fois en fait, on s'est cassé plusieurs fois le nez pour la mettre en place, on a essayé des trucs, ça marchait pas, tout ça. Et donc, avant d'y aller, on a des prérequis à avoir. Déjà, c'est quoi une alerte qui fait du bruit? Et en fait, nous on s'est dit, ok, comment décider que les alertes sont bruyantes? Et dans la première itération qu'on avait fait, on s'est dit, on va demander aux gens. Sauf en fait, les gens, que ce soit moi, ma collègue, mon collègue ou autre, et en fait, on n'a pas la même définition d'une alerte qui nous embête. C'est-à-dire que c'est vraiment du ressenti. Et du coup, c'est bien le ressenti et tout, mais on ne peut pas s'y fier en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut mesurer facilement. Et c'est toujours mieux quand on a des chiffres un peu plus précis de la situation. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ok, une alerte qui se résout toute seule, en moins de 2 minutes, on est quasiment sûr que c'est du bruit, parce que en 2 minutes, l'opérateur ne veut pas avoir pris en considération l'alerte, se connecter à la prod, commencer à investiguer et résoudre l'alerte. On se dit que en 2 minutes, c'est vraiment compliqué, surtout si on a pas mal d'alertes. Et donc ça, c'était notre définition du bruit. Et après, une fois qu'on a notre définition du bruit, on peut compter. Donc on a compté, donc c'était l'année dernière, on a compté pendant Q3 2021 le nombre d'alertes bruyantes, donc le nombre d'alertes de moins de 2 minutes qu'on a subi tout au long du quarter.
Et donc on arrive à la fin du quarter avec 2400 alertes bruyantes. Ce qui est énorme, je ne sais plus combien ça fait, c'est une trentaine d'alertes par jour, un truc comme ça. Enfin, c'est juste différent. Après, je vous passe les détails qu'il y en a qui pop et qui sont brillantes la nuit. Bon, on n'a pas été jusque là pour savoir, mais on s'est dit que de toute façon, qu'elle pop la nuit ou pas, elle est bruyante et il faut les réduire. Le ratio des autres alertes, bah en fait, le ratio des autres alertes, c'est difficile parce que toutes ne popent pas tout le temps. Il y en a qui ont presque jamais popé. Et donc c'était compliqué à faire un ratio. Donc je suis parti d'un chiffre absolu et vous allez voir pourquoi. Parce que juste après, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se mettre une limite de là où on veut atteindre. De ce qu'on veut atteindre, pardon. Et donc en gros, euh, moi au début, je me suis dit, bah, je veux atteindre zéro. En fait, moi c'était ça mon truc. Mais en fait, c'est pas possible. Parce qu'en fait, il faut se prévoir un budget. Les alertes, c'est tous les jours que ça pop, c'est tous les jours que ça fait du bruit, et que du coup, on ne peut pas traiter toutes les alertes d'un coup. Donc on s'est dit, on prend le nombre d'alertes, on veut diviser par X le nombre d'alertes, et on se donne ce budget. Du coup, on s'est donné le budget pour Q4 2021, c'est-à-dire là où on engrange le chantier, de dire, ben voilà, on veut qu'à la fin, on ait dépensé que 800 alertes bruyantes. On s'est autorisé un budget parce que le temps qu'on va traiter les alertes, et ben du coup, pendant ce temps-là qu'on traite, parce que c'est pas toujours la même en fait, il y en a plusieurs. Du coup, le temps qu'on en traite une, ben, l'autre elle va continuer à popper pour rien. Donc en fait, il faut vraiment penser à cette erreur budget et se donner comme cible cette erreur budget. Et en fait, une fois qu'on a ça, on peut se construire un beau tableau, un beau dashboard qui va en fait nous montrer l'évolution du nombre d'alertes pour savoir si on est on track ou pas, s'il faut redoubler d'efforts ou si on est dans la bonne direction. Et donc, chez nous, ça a donné ça. C'est-à-dire, on avait fait un forecast sur Q4, donc 2021, où on s'était dit, bah voilà, on parle, donc la ligne rouge, c'est l'alerte budget, et la ligne bleue, c'est le nombre d'alertes par jour, d'alertes bruyantes. Et donc, on part de zéro, forcément, parce que le budget, il est à zéro. On a zéro alerte day one. Et à la fin du quarter, on se dit qu'on en veut 800. Et le but du jeu, ça gamifie un peu le truc, le but du jeu, c'est que la courbe bleue reste toujours en dessous de la courbe rouge. Puisque du coup, le but, c'est d'essayer de respecter le budget et qu'à la fin du quarter, on arrive à ce résultat. Le problème, c'est comment décider par où commencer. Ça, c'est un premier problème. Parce qu'on a compté, on a 2400 alertes. C'est peut-être 2400 pas les mêmes. C'est peut-être 1200 fois 2 alertes, et ainsi de suite. Et du coup, on a agrégé par titre de l'alerte, tout simplement. Le problème, et puis on a compté, donc on a pris le titre de l'alerte, on compte le nombre d'alertes en fonction du titre, et puis on a celles qui font le plus de bruit. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que le hostname sur Kubernetes change à chaque rollout, et il est unique. Et donc, nos alertes de type la consommation mémoire a explosé, et ben on se retrouve à avoir une alerte par pod. Et donc, là, on a fait un truc assez straightforward, c'est-à-dire on a tronqué le titre. On a tronqué le titre parce que ça commençait par Kubernetes Pod Memory Usage, on rescue c'est des jobs asynchrone chez nous. Et du coup, hop, on a tronqué, et puis on a compté avec le nom tronqué pour avoir le meilleur pattern de l'alerte, pour faire le pattern de matching presque, sur le titre. Et donc en fait, on a juste résolu ce problème d'agrégation. On a des fois un peu trop truncate ou quoi que ce soit, on a adapté en fonction de ce qu'on cherchait et en fonction de comment détecter un même pattern sur les alertes. Maintenant, pour résoudre le problème. Donc la méthode, il n'y a pas forcément, je vais présenter les slides donc dans un ordre précis, mais ce n'est pas forcément dans l'ordre. C'est à vous de vous adapter en fonction de ce que vous avez comme bruit. Mais en gros, ce qu'on a commencé à faire, nous, la première chose, c'était remettre en question la pertinence de l'alerte. L'alerte, chez nous, on se dit qu'elle doit être forcément actionnable, qu'elle doit avoir de la valeur et qu'elle est pertinente. Et en fait, une fois qu'on a répondu à ces trois questions, on se dit que peut-être l'alerte,
elle est bien dans un dashboard d'investigation, peut-être en tant que métrique, pas en tant qu'alerte, puisque les alertes sont basées sur des métriques. Et peut-être qu'elle fait plus sens dans un dashboard d'investigation plutôt qu'en tant qu'alerte, parce que quand elle pop, ben, on peut rien faire avant 1 heure, 2 heures, 3 heures, enfin je sais pas, et que du coup elle n'est pas directement actionnable. Peut-être elle prédit un problème imprévisible, on ne sait pas, mais en tout cas, nous on est parti du principe que si une alerte pop en fait, c'est urgent d'intervenir maintenant. C'est que, je ne veux pas dire qu'il est trop tard, mais presque. On a vérifié aussi la duplicité. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des alertes qui étaient couvertes par d'autres alertes. Je vais prendre un exemple. Sur Cube, les cron jobs, quand elles fail, on a nous une alerte qui nous remonte comme quoi il y a un cron job qui a fail, mais on a aussi un pod qui est fail. Et donc on a deux objets cubes, donc le cron job et le pod, qui sont en fait dans un état fail, mais qui en fait remontent le même problème, c'est que la cron job est la fail. Donc par exemple, c'est ce genre de détail, on a deux alertes pour un seul problème. Et du coup, ça fait pas sens, parce que en fait, l'action, elle est la même, et en fait, on se retrouve avec du bruit. Donc s'il y a trois cron jobs qui fail, bon, c'est qu'il y a un problème déjà dans l'infra, mais bon, bref. S'il y a trois cron jobs qui fail, ça fait 6 alertes, et ainsi de suite, et ça escalade. Après, l'algorithme et l'évaluation. On a géré aussi le fait que, bah, par exemple, si on reprend la consommation mémoire, eh bien, peut-être que ça vaut pas le coup d'avoir une conso mémoire par pod. Peut-être que c'est par déploiement. Peut-être que il faut faire s'il y a plus de X pod ou un ratio. Il y a tout ça à regarder. Et pareil, sur le temps d'évaluation, peut-être qu'une minute, c'est peut-être un peu overkill parce que s'il y a un spike de conso mémoire pour une raison plus ou moins légitime, peut-être que c'est pas grave et que ça ira très bien derrière. Donc peut-être qu'il faut mettre un average ou un 95 percentile sur, je sais pas, 5 minutes, et c'est peut-être suffisant, ou 3 minutes, ça dépend des outils de monitoring. Et puis, il y a aussi le seuil de déclenchement. En fait, le seuil de déclenchement, c'est hyper intéressant parce que ça, c'est vraiment depuis que j'ai commencé à bosser qu'on a ce problème-là. C'est est-ce qu'on met un warning, quoi. Je sais pas s'il y a beaucoup d'anciens sysadmins dans la salle, mais à une époque, on monitorait le /var/log des logs. Et on regardait la taille, parce que s'il n'y a plus de disque dans le varlog, et ben, l'appli elle tombe et puis c'est cassé, quoi. Donc du coup, on mettait souvent 80%, dès qu'on atteint 80% du varlog atteint, on mettait un warning et 90% un critical. Et en fait, dans 95% du temps, on n'avait pas le temps de traiter l'alerte à 80%. Et finalement, on se disait, ouais, ben, on va attendre que ce soit à 90. Et finalement, on a une alerte avec deux statuts, un warning et un critical. Et en fait, on prend en compte uniquement le critical parce que le warning, il fait pas forcément sens. Et surtout, en fait, c'est actionnable, mais en même temps, ben, il n'y a pas vraiment de problème. Et puis, on en est loin du problème. Donc, du coup, c'est peut-être pas forcément pertinent d'avoir un warning. Chez nous, on a arrêté, on a supprimé tous les warnings, on met tout en critical, et on a adapté soit le seuil du warning en critical en fonction de ce qu'on faisait. Parce que c'est pareil, l'alerte en warning, si on s'en occupe dès qu'elle est en warning, elle sera jamais en critical. Donc du coup, ça fait pas sens d'avoir deux statuts pour la même alerte. Et du coup, le seuil de déclenchement, donc c'est généralement des valeurs absolues. Et bah, c'est pareil, c'est à quel moment, en fait, on revoit le seuil pour se dire à quel moment on considère qu'il faut intervenir. Donc, est-ce que c'est 500 millisecondes, 300 millisecondes sur la latence, par exemple, ou la consommation mémoire, est-ce que c'est 90% de la RAM, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut se committer sur l'alerte, elle pop, ça va casser, il faut intervenir tout de suite. Et du coup, le résultat, c'est que la méthode qu'on a utilisée, c'était assez simple. Itération courte parce que dès le lendemain, sur des alertes qui pop tous les jours, dès le lendemain, on voit si elle est revenue, si elle n'est pas revenue, s'il faut continuer à refine-tuner les seuils ou pas. On a fait l'exercice de la rejouer plusieurs fois, cette méthode, avec juste en changeant les valeurs de départ, les valeurs d'arrivée du nombre d'alertes subies. Puisqu'en fait, on est arrivé à 800 erreurs budget. Pardon, on s'est mis 800
alertes d'erreur budget, mais en fait, derrière, on en avait encore un petit peu qui traînaient des alertes. Et du coup, on a réappliqué en Q1 2022 ce méthodo. Et puis, bah, on a divisé par 10 après le nombre d'erreurs budget. En fait, c'est assez simple d'itérer facilement sur ça. Et le résultat, il dépend vachement de la quantité d'efforts que vous mettez sur le process. Si vous mettez un ETP, forcément, le nombre de... Enfin, comment dire, vous aurez un résultat beaucoup plus rapide et beaucoup plus violent en termes de réduction du bruit. Et du coup, en Q3, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on était à 2443 alertes qui ont trigger en Q3 et qui étaient considérées comme des alertes bruyantes. Et on est arrivé fin Q4 à 791 alertes qu'on a considérées bruyantes. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, en Q1 2022, on a refait la même chose. On est parti des 791 et on s'est dit quel budget on s'autorise. Parce que les alertes bruyantes qui restaient, c'est des alertes qui pop pas forcément si souvent que ça, mais qui font quand même un peu de bruit. Donc du coup, on s'est quand même prévu du budget et on est descendu en dessous de 80 alertes bruyantes sur le quarter. Et on s'était dit que c'était acceptable et que peut-être qu'on n'arriverait pas à zéro et que finalement on accepte cet état puisque tout le monde est content. Il y a beaucoup moins de bruit et on est beaucoup plus réactif sur les alertes. En revanche, il nous est arrivé un truc assez étrange suite à ça, c'est le silence. Et alors du coup, j'entends rigoler parce que ça nous a à peu près fait la même chose que le bruit. En fait, on est arrivé à un stade où vraiment le rapport de le gars qui était duty, en fait, il avait traité 0 alerte dans la journée parce qu'il n'y avait plus d'alerte. Et donc, certains jours, c'était compliqué de se dire, parce que le duty, on a une routine et tout, mais quand il se passe rien, il se passe rien. Et ça, c'est compliqué parce que quand il se passe rien, on peut pas savoir si l'outil de monitoring il fonctionne encore. Et ça m'est arrivé parce que c'est moi la personne qui avait rien à faire et qui a regardé le truc c'était un mardi et je me suis dit mais en fait la dernière alerte elle date de dimanche après-midi. On n'a pas eu d'alerte dimanche après-midi, enfin fin de journée, lundi, mardi. Je me dis mais merde c'est compliqué en fait parce que est-ce que l'outil de monitoring il marche? Est-ce que toute la stack de monitoring elle marche? Et donc ce que j'ai fait simple, on utilise donc Datadog. J'ai édité une alerte, j'ai cliqué sur le bouton de test et j'ai testé qu'on arrivait bien à faire toute la chaîne jusqu'à PagerDuty et l'assignement de l'alerte à moi. Donc je me suis créé une fausse alerte, je me suis créé du bruit finalement pour savoir si mon outil de monitoring il fonctionnait comme attendu. Donc ça c'est un problème qu'on a aujourd'hui, je ne sais pas comment on va l'adresser. Peut-être on fera une alerte s'il n'y a pas eu d'alerte pour vérifier. On ne sait pas trop parce qu'en fait c'est un peu déroutant de se dire qu'on va faire une alerte parce qu'il n'y en a pas. Mais en même temps, comment on s'assure que la stack elle fonctionne correctement. Deuxième effet qui se coule, c'est moi aussi, c'est mon expérience. Un autre jour où j'étais duty, mercredi, c'est un mercredi, c'est important, parce que mercredi c'est journée des enfants. Et du coup, j'ai oublié que j'étais duty. Et à 4h de l'après-midi, je suis parti chercher ma fille au tennis de table pour la ramener à la maison et tout. Et en fait, je suis parti. Je suis parti en oubliant que j'étais duty. Et quand je suis revenu, j'ai regardé vite fait Slack, machin, et je vois que les collègues sont affolés en disant waouh, Gauthier, t'as prévu quelqu'un pour te remplacer pour le duty, machin, tout ça. Parce que j'avais dit goodbye, je vais chercher ma fille. Et donc, et j'avais pas lu la conversation, je suis barré en courant, quoi. Et en fait, ils se sont tous mis bon, bah attends, je t'override dans le schedule, machin, comme ça, je te reprends ton duty. Ouais, mais moi je peux pas jusqu'à 18h. Donc ils se sont mis à 3 pour faire de 16h à 19h le duty. Pour me remplacer alors que j'étais barré en fait. Donc j'ai fait mea culpa, machin, tout ça, parce que du coup ça va, c'est cool, on est une équipe sympa et on s'entend tous bien, il n'y a pas d'animosité particulière suite à ça, mais en fait quelque part le silence m'a fait oublier, m'a désensibilisé finalement des outils aussi de monitoring. Donc c'est un fait qui était un peu inattendu et en fait on ne sait pas trop comment on va l'adresser non plus. On va peut-être se mettre en place des petites routines des petites tâches à faire qui sont
pas plus de 15 minutes ou des petites reviews, des petits capacity plans, des petits dashboards à vérifier, à machin, pour en fait ancrer et changer les habitudes. Parce que nos habitudes avant c'était trop d'alertes, du coup on jump sur toutes les alertes et tous les sujets, et là pas d'alerte, et on n'a rien à faire entre guillemets, hein, parce que c'est entre guillemets, et du coup on se désensibilise également de l'outil monitoring. J'espère avoir rien oublié. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, il reste 15 minutes. Oui. Merci. Merci pour ta présentation. Merci. J'avais juste une question. C'était, on est d'accord que là, tu parles des alertes qui font du bruit. Il y Oui. en a d'autres que tu as à gérer au quotidien qui sont des alertes qui ne sont pas bruyantes. C'est les vraies que tu as à gérer en plus, c'est ça? Oui. Ok. Oui, c'est ça. Et D'accord. c'est celle-là qu'on oublie en fait, dans Ah, tout le bruit. C'est celle-là enfin, c'est ces vraies alertes-là qui passent à la trappe quand on a trop de bruit, trop d'alertes bruyantes. ok, merci. Merci pour le talk. Comment vous gérez la hiérarchie des alertes? Tu parlais par exemple des cron jobs avec le pod. Oui. On ne peut pas juste avoir le pod qui remonte et l'alerte qui est enfant de cette alerte-là? Si, on pourrait. On n'a pas géré de dépendance et on s'était dit que un problème, une alerte, ça suffisait amplement. Et d'ailleurs, on a viré dans la slide où je montre le PagerDuty tout plein de rouge. Et en fait, on n'a pas de criticité sur les alertes. On considère qu'une alerte, c'est vraiment un problème et qu'il faut l'adresser. S'il y a une alerte et qu'il n'y a pas de problème, c'est que ça n'a pas lieu d'être une alerte en fait. C'est comme ça qu'on a décidé de gérer. Et ma deuxième question, c'est par rapport à ton alerte de test. Tu ne peux pas envoyer l'alerte de test et si tu ne la reçois pas, lever une vraie alerte avec un tag? C'est probablement vers ça qu'on va se diriger. En fait, tout ce qu'on a imaginé, c'est que si on n'a pas eu d'alerte pendant plus de 36 heures, on se lève une alerte déjà en MVP et puis après à voir comment pas avoir d'alerte si ça marche correctement. Oui. Merci pour le talk. Ouais. Est-ce que tu as un exemple de cascade d'erreurs? Parce que ça m'a bien intéressé. C'est-à-dire Une erreur va provoquer plein d'autres erreurs et du coup une suite d'alertes. Ouais. Comment tu as fait pour résoudre et avoir qu'une alerte alors que c'est un enchaînement en cascade? Ouais, on a eu ça une fois. Et bah d'ailleurs le graphique que j'ai montré sur le suivi des alertes, c'était une alerte qu'on n'avait jamais reçue et on a eu un problème avec le déploiement qui faisait partir nos pods en cacahuètes. Et en fait, on s'est retrouvé avec, je sais plus, le max surge il doit être à 25%, 250 alertes en même temps, d'un seul coup. Et en fait, le truc c'est que ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit ça par faire une alerte par déploiement en fait. En fait, l'alerte, on l'a réduit au scope du déploiement en disant s'il y a plus de 25% des pods en erreur sur le tel déploiement, alors il y a un vrai problème. Et comme ça, s'il y a un pod qui part en cacahuète par exemple et qui se fait tuer par Kubernetes, par de l'OMKill ou quoi que ce soit, par n'importe quelle instruction, et ben en fait, finalement, je dis pas que c'est pas grave, mais ça met pas en péril la production. Bon, en tout cas, pas tout de suite, pas qu'on sache. C'est ce que j'expliquais, c'est vraiment, on a eu ce changement de paradigme qui nous a fait vraiment revoir la manière dont on monitorait aussi. Et vous n'avez pas perdu en précision pour Non. parce que vous avez les outils d'investigation à côté. Ouais, on a des outils d'investigation. Après, on a donc chez nous, on utilise New Relic par exemple pour les tracking, enfin pour des transaction events. Et ben en fait, le couplage et de l'alerte infrastructure et des alertes de fonctionnels nous permet de garder à peu près cette précision. Et puis, on a des dashboards exprès pour de l'investigation avec la corrélation de plusieurs graphes, et on se concentre vraiment sur les métriques plutôt que sur les alertes. Parce que généralement, quand il y a un truc qui est cassé quand même, je sais pas, Redis par exemple, il y a plus qu'une alerte, c'est quasiment garanti. Il y a déjà l'alerte du Redis que le port il n'est pas disponible, l'alerte du Redis que le nombre de connexions machin, et toute la cascade là, elle est compliquée de prévoir parce que les dépendances des alertes c'est hyper compliqué et Doctolib va être cassé mais à moitié, mais pas tout, mais machin. Et donc du coup tout ça fait qu'on essaie
de rationaliser par déploiement et de repenser le monitoring autrement. Et aujourd'hui, pour aller encore un tout petit peu plus loin, on se concentre aussi sur la partie des alertes que j'ai présentées, les alertes côté business, sur des SLI, tout simplement. En fait, on se concentre beaucoup plus sur la partie là que sur la partie infra. Infra, on a à peu près ce qu'il faut et maintenant, on met le paquet sur le monitoring business. Merci de ta réponse. Voilà. Très clair. Ouais, moi c'est juste une petite question du coup. Oui. Juste pour clarifier, les SRE chez Doctolib, ils récupèrent toutes les alertes? Oui. C'est pas, c'est pas super surchargeant par rapport au fait que si c'est un dev qui a cassé une feature, ce soit pas Alors lui qui se fasse les péter. alertes de feature, ça commence à se développer beaucoup. Mais en fait, les alertes de feature chez nous, c'est pire que ça. Ça déclenche ce qu'on appelle notre process de crisis, qui envoie des SMS à la terre entière pour dire on est down. Alors, on n'est peut-être pas down toute l'app Doctolib, mais en tout cas, il y a un beau composant critique qu'un professionnel de santé ne peut plus utiliser. Donc on est down. Et donc à partir de là, nous, ça réveille l'astreinte et ainsi de suite, si c'est en heure non ouvrée. Et en fait, on a vraiment cette volonté que le monitoring business doit déclencher notre process de crisis. Mais du coup, c'est pas l'inverse, c'est pas, j'en sais rien, un microservice qui plante. On n'a pas de microservice. Voilà, ouais. Ok, d'accord. On a un monolithe. On a un monolithe et une grosse base. Voilà. Mais pour répondre un peu à ta question, c'est en gros, quand la feature est cassée, suite à un rollout, machin, ou les planètes sont pas alignées, peu importe, en fait, quand c'est cassé, le process de crise envoie un SMS au SRI, alors notre processus de crise, il est assez, on l'a étoffé au fur et à mesure du temps, parce que 7 ans de crise, c'est quand même beaucoup d'XP. Mais en fait, on a un scribe, ce que je disais hier dans la courbe du post-mortem. Nous, on a un scribe qui sont dans une rotation, qui lui est là que pour scribe. Lui, il raconte ce qui se passe dans le mythe. Et donc, il note tout. Il note, Alice a dit à Gauthier qu'il fallait qu'il fasse ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et comme ça, on a déjà notre timeline pour le post-mortem. On a un incident manager qui lui est là pour prendre la décision de ce qui se passe en fonction de toutes les insights qu'il a. Et on a un communication manager qui est là pour faire la com, soit en interne, soit en externe. Et donc notre process de crise, c'est on a une alerte business qui pop, ça réveille entre guillemets, si c'est la journée ça réveille pas, mais il y a tout le monde sur le pont. C'est pas que les séries, quoi. D'accord, ok, merci pour ta réponse. Ouais. Et juste un mini point, le Oui. self-monitoring, ça marche avec Datadog? On peut mettre des moniteurs sur du no-data par exemple. Oui, oui. Mais on n'a pas de moniteur qui est pas de moniteur. Qui ont pop. D'accord, ok. Salut. Bonjour. Est-ce que vous feriez confiance à un outil de traitement automatique des alertes? De classification en tout cas? Comme ça existe dans certaines solutions. Splunk, Datadog peut-être aussi. Je sais pas. Là, c'est pas trop à l'ordre du jour. Mais la classification en fonction de Ça quoi? veut dire regrouper des alertes qui concernent le même sujet, comme on a évoqué des alertes en cascade par exemple, Ouais. ça peut le faire. Ou permettre de faire le tri aussi des alertes. Le tri, les on l'a plus fait comme ça. Voilà. Mais ouais. Après, on peut aussi douter de l'outil, c'est pour ça que je pose Non, la on question. doute, on doute pas trop de l'outil. On doute de l'outil quand on n'a pas d'alerte. Ça, c'était la première chose. Mais non, on doute pas trop des outils. Je vous avoue que en fait, les alertes en cascade, on en a très peu aujourd'hui. On a je dis pas que les composants ils cachent jamais, mais notre principal problème, c'est les alertes qui sont vraiment côté business quand on a cassé une feature, plus qu'un Elastic Cache qui casse, quoi. C'est moins fréquent l'Elastic Cache qui casse, quoi. Merci. Bonjour et Bonjour. merci pour le talk. Ouais. Désolé, ma question va pas être technique, mais C'est pas grave. comment on accompagne les équipes sur ce changement? Notamment des profils qui ont l'habitude de travailler dans les alertes et qui ont la tête dans le guidon et qui d'un seul Oui. coup, on va enlever leur travail.
On va leur enlever leur travail? Ah non, non, ça, on Bah, va c'est pas ce qu'ils pensent en tout cas. non, non, on va pas leur enlever leur travail, on va les focaliser sur un travail avec un peu plus de valeur que de traiter Je suis d'accord. de tout venant. Moi, je serais tenté de te dire que perso, ce que je ferais, c'est que j'essaierais de trouver la personne la plus à même à comprendre le problème, parce que c'est elle qui va pouvoir fédérer les autres personnes. Il faut vraiment être convaincu qu'il y a un problème, et surtout être convaincu qu'il y a de la valeur à traiter. Sans ça, ça peut pas marcher. C'est un peu comme tous les process. C'est pas, enfin, j'invente rien, hein, mais c'est vraiment, je pense qu'il faut quelqu'un qui soit convaincu qu'il y a un truc à faire, et surtout, il faut aussi allouer du temps. En fait, il faut un budget humain pour le faire, parce que ça demande du temps, ça demande de faire les tableaux, les dashboards, les machins, tous les jours, de remettre tous les jours, on regardait en fait le tableau en comptant le nombre d'alertes, en disant bah voilà, maintenant c'est celle-là qui est rankée le premier, on la prend, on regarde, est-ce qu'elle est pertinente, oui, non, machin, et ainsi de suite, et c'est de jour en jour qu'on arrive à un résultat où on a taclé nos alertes. Mais il faut vraiment être convaincu du truc, sinon ça marche pas. C'est un peu comme tous les process, hein. Y a pas de... Bon, j'aurais une dernière question, moi. Je sais pas qui c'est. Ah Je veux savoir voilà, qu'est-ce qui qualifie aujourd'hui chez Doctolib une alerte business ouais. et qui la qualifie? Qu'est-ce qui qualifie? Généralement, c'est les équipes de dev. Alors, du coup, on a... Quel élément, je complète, quel élément technique va qualifier une alerte business? alors, je suis pas sûr d'avoir compris. C'est-à-dire, quel élément sur technique? sur quoi on se base pour dire que... Nous, on se base sur les transaction events et les custom events qu'on insère dans New Relic. En fait, l'app insère des events dans New Relic pour traquer l'usage de la fonctionnalité. Et en fonction de ça, on regarde si l'usage est comme attendu ou pas. Typiquement, le nombre de rendez-vous pris. Donc, dès qu'il y a un rendez-vous pris, on fait un +1. Enfin, en gros, hein, j'exagère. Et en fait, si on sait qu'à midi, je sais pas, il doit y en avoir 10 000 sur la dernière minute. S'il n'y en a plus que 3, après juste un rollout, par exemple, c'est qu'il y a un truc qui est cassé. D'accord, donc Est-ce que une ça- transaction qui se passe mal pour un client, Non, c'est sur la globalité en fait. c'est statistique sur la globalité. Oui, c'est un peu des statistiques. Après, on a développé un workflow autour de ça pour faire parce que New Relic nous laissait pas faire tout ce qu'on voulait, donc on a bidouillé un peu, mais en fait, on fait des corrélations entre le nombre de personnes qui sont en train d'utiliser la feature versus comment elle est utilisée. Et donc c'est votre équipe, c'est la même équipe Oui. qui établit Ah, l'alerte business. Alors nous, on aide les devs à établir les alertes dont ils ont besoin. En fait, D'accord. on part du besoin du dev, le dev LPO généralement. En fait, ils sont en train de se dire, bah voilà, on aimerait bien être alerté si, je sais pas, on n'arrive plus à envoyer de SMS par exemple. Ou si on n'arrive plus à recevoir des SMS, parce qu'il y a des différents statuts dans les SMS, tout ça. Et donc nous, on va les accompagner avec les outils que nous, on a développés. Parce qu'on a développé un workflow particulier, pas forcément facile à prendre en main, tout ça, machin. Et donc on va les accompagner pour faire l'alerte dont ils ont envie que ce soit, en fait. Dont ils ont envie d'être alertés. Après, on part sur un process qui est un peu plus long parce que, en fait, l'alerte, on va pas la mettre tout de suite en crisis, comme je le disais. On va attendre 1-2 semaines, voir si elle fait pas des fausses crises. Pour éviter d'avoir des alertes qui font du bruit pour rien. Je sais pas, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui, tout à fait. Très bien. Merci.